Bonjour à tous mes chers petits auditores. Et comme vous pouvez l'entendre, ça y est, ma voix est revenue. Alors, ça faisait 4 épisodes qu'on en parlait et quand même, il fallait au bout d'un moment que je prenne quand même le temps d'en faire un épisode juste dessus, juste sur cette fameuse inertie du travail. Et bah du coup, voilà, maintenant ce sera chose faite. Et d'ailleurs, c'est tellement un sujet vaste qu'on va le faire en 2 parties. Les 2 raisons, c'est que premièrement, parce qu'avec mon taf saisonnier en ce moment et plus d'autres projets dont je vous ai un peu parlé, du coup, mes journées, elles débordent, mais ça, à la rigueur, c'est mon problème. Et surtout, en fait, c'est parce que, comme vous allez le voir, du coup, on va aborder des trucs qui sont assez complexes, qui sont assez profonds. Et donc, du coup, je pense que ça va être un épisode qui va être assez dense, et donc ce sera pas trop de 2 épisodes dessus. Donc, du coup, là, ce sera la première partie, et du coup, la seconde partie, ce sera la semaine prochaine. Et surtout, en fait, si j'insiste autant et je veux faire autant un épisode suffisamment long au point qu'il tienne sur 2 épisodes, surtout en fait parce que je veux bien que vous compreniez toute l'importance du concept et de son influence qui est sur notre vie à tous. Parce que, à mon sens, l'inertie du travail, c'est un des éléments les plus importants, presque vitaux de la gestion du temps. Bref, après cette petite intro, bonjour à tous et bienvenue dans ce 66e épisode d'Electron Penseur. Alors, si vous avez écouté les épisodes précédents, on va dire à partir de l'épisode 63 grosso modo, vous m'avez déjà entendu parler à plusieurs reprises, voire quasiment tout le temps, de l'inertie du travail. Donc du coup, l'inertie du travail par-ci, l'inertie du travail par-là, mais au fond, qu'est-ce que c'est ? Et même si à chaque fois j'en avais fait une espèce de bref résumé dans les épisodes, je me suis dit qu'un épisode sur le sujet, et surtout même pour vous expliquer comment ça marche, et surtout comment en tirer avantage, ça pourrait être une bonne chose. Alors, pour remettre un peu dans le contexte, j'entends par inertie du travail 2 choses. La première, c'est finalement le temps qu'on met pour être pleinement dans une tâche. L'inertie, au sens de le temps de latence, l'élan qu'il nous faut pour être justement à 100% dans ce qu'on fait. Voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose que j'entends par inertie du travail, c'est en fait finalement le temps durant lequel la tâche, elle reste encore prédominante dans notre esprit. C'est-à-dire voilà, finalement le temps sur lequel elle empiète sur la tâche suivante. Et donc du coup, elle augmente d'ailleurs l'inertie du travail de la tâche suivante. Donc voilà, en fait, je divisais vraiment en 2 parties. Donc du coup, voilà, on va dire le moment où il faut pour se lancer, pour être à fond dans une tâche. Et l'autre partie, voilà, le moment où finalement la tâche qu'on est en train de faire, elle déborde, même presque de façon forcément inconsciemment, sur la suivante. Donc du coup, 2 choses, 2 épisodes, 2 parties, vous avez compris. Voilà, j'ai pas besoin de faire un dessin. Donc du coup, aujourd'hui, on va commencer par le premier point. C'est-à-dire finalement dire le temps qu'il faut au cerveau pour se plonger à 100% dans une tâche. Alors, pour commencer, ça va peut-être vous surprendre, mais votre cerveau, c'est pas un décodeur TNT. En gros, vous pouvez pas zapper d'une chaîne à l'autre ou, pour le cas de votre cerveau, d'une action à l'autre, juste comme ça, juste avec un claquement de doigts. Et pour comprendre vraiment le fonctionnement du cerveau, plongeons au cœur du cerveau. Allons voir ce qui se passe. Prenons un individu lambda. Prenons une hache et fendons-lui le crâne. Ok d'accord, c'est peut-être pas la bonne méthode. Utilisons plutôt la magie des neurosciences et plus particulièrement son application pratique, à savoir l'IRMF. Alors IRM, vous savez ce que c'est imagerie par résonance magnétique. Mais dit comme ça, on va dire qu'on connaît grosso modo le concept, ça fait un peu Dr House, ça fait un peu les trucs qu'on voit dans les films, mais finalement comment ça marche ? Parce que dans Electron Penseur, on aime bien parler de tout et apprendre de tout. Et donc du coup, je vais vous expliquer un peu comment ça marche, rentrer un peu en profondeur pour vous expliquer un peu le concept et vous allez voir que ça va servir pour le sujet du jour. Eh bien en fait, pour l'IRM, on part du postulat que le cerveau, comme tous les organes et tous les muscles du corps, dès qu'il se met à travailler, finalement qu'est-ce qu'il fait ? Il se dilate pour augmenter son irrigation. Son irrigation, c'est pas une rizière, son irrigation sanguine, c'est-à-dire pour avoir plus de sang et donc surtout pour être mieux fourni en oxygène et pouvoir mieux éliminer les déchets. Finalement, c'est la fameuse congestion chez les sportifs. Vous savez qu'ils aiment bien, par exemple, en sortant de la salle de sport, d'avoir des muscles tout gonflés, plus gonflés que ce qu'ils sont réellement, juste parce que ils sont gorgés de sang. Et donc, on part du postulat que dans le cerveau, les zones qui travaillent, exactement la même chose que pour les muscles. Et du coup, celles qui travaillent, elles vont avoir besoin de plus de sang et donc du coup, elles vont attirer plus de sang à elles. Mais finalement, là, on peut se demander comment voir la concentration de sang qui peut être plus ou moins importante dans les régions du cerveau sans avoir recours à notre hache de tout à l'heure. Eh bien, en fait, là, il y a le mot magique, à savoir magnétique.
Parce que magnétique, ça réagit avec quoi? Avec le fer. Et le fer, il est présent en grande quantité où dans l'organisme? Dans les globules rouges. Et les globules rouges qui, eux, sont la principale composante du sang. Et surtout du transport de l'oxygène. Et donc finalement, c'est tout simple. Partout où on voit une accumulation de fer, c'est donc finalement qu'il y a une accumulation de globules rouges. Et donc, du coup, on en déduit que si cette partie, elle a une accumulation de globules rouges, c'est-à-dire qu'elle demande de l'oxygène. Et donc, du coup, on déduit que c'est elle qui travaille. Donc, du coup, voilà, là, vous avez très simplement le fonctionnement d'une IRM. Mais attention, là, on a dit IRM-F. Alors, F, pourquoi? F pour fonctionnel. Parce que finalement, quand on fait une IRM, ce qu'on fait en fait, c'est juste prendre une photo à un instant T de votre cerveau. Alors qu'une IRM-F, finalement, on filme votre cerveau pendant qu'on lui demande de faire quelque chose. Voilà, techniquement, on lui demande de réaliser une action et on regarde. Ça fait un peu sympa de Noël, mais voilà, en gros, on regarde quel côté s'allume plus que l'autre. Voilà, donc du coup, je vous ai un peu appris le concept de l'IRM, mais finalement, voilà, de comment est-ce qu'on peut en déduire un peu comment le cerveau marche. Alors finalement, après cette parenthèse physiologique, on s'est servi de l'IRMF finalement pour voir ce qui se passe dans le cerveau des gens lorsqu'on propose une nouvelle tâche. Et finalement, on s'est rendu compte que le processus, voilà, pour qu'il se lance dans la tâche, on s'est rendu compte qu'il y a vraiment un cheminement. Il y a vraiment un processus où il y a une région qui s'allume, puis une autre, puis une autre. Attention, là, je vous dis ça, voilà, c'est pas genre un petit train, un peu ce que vous offrez à votre petit neveu ou autre. Non, c'est un truc où c'est genre, voilà, vraiment des fractions de secondes. C'est vraiment infinitésimal. Donc voilà. Alors déjà, pour comprendre une nouvelle tâche, il doit y avoir un signal. Votre cerveau, pouf, il ne peut pas s'allumer comme ça d'un coup. Il faut qu'on lui dise qu'il y a une nouvelle tâche. Donc du coup, il lui faut forcément un stimulus visuel ou sonore qui finalement indique à votre cerveau qu'il se passe quelque chose et qu'il y a quelque chose à faire. Ensuite, le cerveau, il va évaluer la tâche. C'est-à-dire qu'il va la prendre, il va la comparer avec celle qu'il a déjà en mémoire et voir même déjà s'il a déjà fait des choses similaires ou non. Ou si c'est la première fois qu'il a ce genre de choses. Puis, une fois qu'il a trouvé finalement le tiroir où c'est rangé, ou, dans le cas présent, le groupe de neurones qui s'en occupe, finalement, il va remettre en mémoire toutes les actions et toutes les informations sur cette tâche. Voilà, il va un peu vous remémorer tout ce qui est un peu directement lié à ça. Et finalement, plus la tâche, elle est ancienne ou plus elle est complexe, plus cette dernière partie, elle va être longue, parce que le cerveau, il doit remettre en mémoire beaucoup d'informations. Et c'est souvent d'ailleurs à ce moment-là qu'on se dit, attends, je suis pas dedans, là, laisse-moi me concentrer. Voilà, par exemple, on vous parle d'un film ou on vous montre une bribe d'un extrait de série, et voilà, il vous faut quelques minutes pour un peu que votre cerveau il se dise, ah bon, d'accord, c'est tel et tel personnage, attends que j'arrive à me remettre, ok, c'est à tel endroit ou autre. Donc en gros, c'est ça finalement. Quand vous demandez un peu plus de temps pour vous concentrer, c'est que souvent, voilà, ça fait appel à une partie de votre mémoire qui est suffisamment ancienne ou qui est suffisamment complexe pour que votre cerveau il ait besoin d'un petit temps de latence encore quand même suffisant, voilà, de quelques secondes, juste pour qu'il arrive un peu à tout remettre dans l'ordre. Mais finalement, pour devenir optimal dans la tâche, et comme on l'a dit dans un épisode d'un très bon podcast que je ne citerai pas, que le multitâche n'existe pas, donc votre cerveau il peut faire qu'une seule chose à la fois, et donc il va décider de s'y dédier complètement, à 100% tout entier. Et finalement, il va se recalibrer vraiment au sens propre du terme pour exécuter au mieux la tâche. Oui, j'ai dit au sens propre du terme parce qu'on va dire qu'on va pas trop rentrer dans les détails parce que là, ça va commencer à avoir vraiment beaucoup de neurosciences en un seul épisode. Mais dites-vous finalement que les neurones, très simplement, c'est un peu comme des petits ordinateurs qui fonctionnent en réseau. Voilà, si vous avez un esprit un peu geek, en gros, les ordinateurs, c'est des petits ordinateurs qui fonctionnent, les neurones, c'est des petits ordinateurs qui fonctionnent que en réseau. Et donc du coup, ils peuvent fonctionner par contre qu'avec un certain nombre d'autres. Ils ne peuvent pas être connectés avec tous en même temps. Et donc du coup, pour établir la connexion, ils tissent, entre parenthèses, des fils entre eux. Les fameuses connexions neuronales. Quand on dit voilà, les connexions ont du mal à se faire ou autre, c'est vraiment tiré, on va dire, d'une réalité. C'est que voilà, vraiment, vos neurones, quand elles demandent quelque chose, pouf, elles se connectent vraiment entre elles. Sauf que, suite aux dernières découvertes, on s'est rendu compte en fait que ces connexions, par rapport à ce qu'on croyait avant, en fait, elles ne sont pas gravées dans le marbre. C'est-à-dire qu'elles évoluent tout le temps. Elles évoluent en fonction de quoi? En fonction des expériences. Et à chaque nouvelle expérience, les neurones y câblent le réseau idéal pour répondre à la situation. À savoir apprendre, se développer, survivre ou autre. Vraiment, en fait, ils s'adaptent en fonction de la situation, en fonction de ce qu'on leur demande de faire finalement. Et ça, cette adaptation, ce petit rebranchement des neurones entre eux, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Donc voilà, la neuroplasticité, ça a l'air un peu pompeux dit comme ça. Presque côté, il y a un côté un peu plastique, un peu ça y est, nouvelle technologie, on va vous injecter des trucs dans le crâne. Non. En fait, la neuroplasticité, c'est tout simplement voilà, vos petits neurones qui décident de se recabler pour faire face à une nouvelle situation. Et donc, comme je vous l'ai dit, ces petits neurones, ils se recablent à chaque nouvelle expérience.
Et donc du coup, plus on vit les mêmes expériences, plus finalement ces réseaux ils sont ancrés et ils sont importants. Plus finalement c'est facile parce que voilà, ces connexions elles se sont renforcées au fil du temps. Et ce qu'on appelle finalement les fameuses habitudes. Donc du coup voilà, petit teasing avant que je fasse un épisode dessus. Maintenant vous savez d'où ça vient. D'un point de vue physiologique, vous savez vraiment finalement, voilà, une habitude c'est juste des connexions entre les neurones qui sont suffisamment récurrentes et suffisamment importantes pour que que ça fasse vraiment en fait finalement des chemins au sens propre du terme ancrés dans votre cerveau. Donc finalement, pour chaque nouvelle tâche, le cerveau il va devoir bouleverser son organisation pour répondre à la nouvelle tâche. Et pour ça, en fait, il va faire des mini-feedbacks, des mini-retours d'expérience inconscients, complètement inconscients, de ce qu'il voit ou de ce qu'il ressent pour se calibrer. Parce que voilà, on va dire si c'est une tâche un peu habituelle ou autre, il n'aura pas besoin de tant de retours que ça parce qu'il n'y a pas grand-chose qui change. Mais on va dire que voilà, surtout si c'est une tâche qui est nouvelle mais qui ressemble à une que vous avez déjà fait. N'importe quoi, si par exemple vous devez peindre, s'il y a des artistes qui m'écoutent, si par exemple vous devez peindre sur de la toile ou sur du bois, c'est pas du tout la même chose. C'est le même mouvement de peindre, mais votre cerveau il va falloir qu'il s'adapte complètement parce que voilà, le coup de pinceau il va falloir plus s'appliquer que d'autres ou autres. Donc là vous le faites d'un point de vue conscient, mais donc du coup dites-vous que votre cerveau, même sur des tâches qu'il a l'habitude de faire, il est obligé de refaire ce petit calibrage d'un point de vue inconscient, du coup pour être sûr finalement d'être bien optimal. En gros, il a réussi à trouver dans quel tiroir il y avait ce souvenir, il y avait cette tâche ou autre, il vous la ressort, il vous la fait appliquer, et là du coup voilà, il fait quand même des petits réglages pour être sûr qu'à 100% ça s'adapte à la situation actuelle. Et donc du coup, vous voyez que finalement, c'est tout un travail, toute une espèce de cheminement. Même si ça se passe en quelques secondes, finalement, c'est long. Puis du coup, il faut que ça se lance. Et en fait, finalement, ce qui prend le plus de temps aussi, c'est le recablage. C'est voilà, le recalibrage d'arriver vraiment à se plonger à 100%, d'arriver vraiment à faire toutes les connexions et tout ça parfaitement pour être vraiment à fond dans cette tâche. Et finalement, à ce temps de reconnaissance, d'analyse, de remise en mémoire et de recablage, s'ajoute aussi le temps d'inertie de travail de la tâche précédente. Donc c'est la partie qu'on va voir dans l'épisode de la semaine prochaine. Donc du coup voilà, vous vous rendez compte qu'en plus de tout ce temps de traitement, il y a en plus l'inertie de la tâche d'avant qui vient se rajouter, voire même vous allez voir dans l'épisode de la semaine prochaine, en fait même qui est contre-productif avec tout ce travail de câblage ou autre de votre cerveau. En gros, du coup, on estime que le temps moyen pour se plonger à 100% dans une tâche, pour se plonger à fond, il est de 20 minutes à cause finalement de cette fameuse inertie du travail qui met finalement du temps à lancer la machine à plein régime. 20 minutes, encore une fois, je vais le rappeler, je l'avais déjà rappelé dans un précédent épisode, mais 20 minutes, c'est énorme. La plupart des tâches qu'on fait, elles prennent moins de 20 minutes. Et quand presque par bonheur, presque par miracle, on a une tâche qui fait plus de 20 minutes, soit on est dérangé. Souvenez-vous, dans l'épisode 63, je vous ai dit que les études américaines qui montraient que c'est à peu près toutes les 12 minutes qu'on était dérangés. Et à la rigueur, même si on travaille à trouver une tâche suffisamment longue et qu'on arrive à être tranquille, et du coup, il faut quand même qu'on se batte contre sa propre motivation. Parce que je vous avais dit dans l'épisode 65, je fais des liens, du coup qu'on avait un temps de concentration qui était aux alentours de 15 minutes. Donc du coup, voilà, on va dire que il vous faut 20 minutes pour être à fond dans une tâche. La plupart des tâches, elles font pas 20 minutes. Celles qui font 20 minutes, on vient toujours vous déranger ou vous faire chier. Et à la rigueur, celles où elles prennent suffisamment de temps et où vous êtes enfermé dans une grotte ou un bunker et personne ne vous embête, et du coup, vous-même, au bout de 15 minutes, vous risquez de vous lasser. Bref, c'est la merde. Alors finalement, là, on a à notre disposition une prodigieuse machine qui a été peaufinée par des générations et des générations. Un bijou d'évolution qui monopolise 20% de votre énergie vitale. Et finalement, on est quasiment incapable d'utiliser notre cerveau au top de ses capacités. Et du coup, on est moins efficace et du coup, on perd plus de temps. Voilà, d'où le lien, finalement. Et là, est-ce que c'est foutu finalement ? Est-ce qu'on se met en PLS dans sa douche ? Est-ce qu'on se fouette avec des chaînes en fer comme Silas dans Da Vinci Code ? Ou pire, est-ce qu'on se met devant une télé-réalité et qu'on se dit, perdu pour perdu, autant de faire fondre toute sa matière grise d'un coup, comme une sorte d'ultime harakiri de notre cerveau, qui pour pas subir de sa propre faiblesse, il préfère se sacrifier ? Non. Évidemment que non. Alors, ça fait déjà plusieurs fois que je vous donne les méthodes et les astuces pour pas en arriver à des dérives si extrêmes, surtout la dernière, mais je vais vous le rappeler encore une fois parce que je n'aurai de cesse de marteler encore et encore jusqu'à ce que tous les défenseurs du multitâche aient été brûlés par la lumière de Dieu. Bref, voilà encore une fois les petites astuces. Alors, finalement, pour vraiment lutter contre on va dire cet effet pervers finalement de la loi de Carlson, pour les attentifs, alors, encore une fois, 3 petits conseils, toujours les mêmes. Arrêtez de vous disperser.
regrouper les petites actions similaires entre elles pour que ensemble elles fassent des espèces de tâches cyborg un peu bizarres, mais voilà, quand même un peu cohérentes, de plus de 20 minutes. Accordez-vous vraiment des vraies périodes de taf. Donc là, je dis taf, mais c'est pas forcément boulot. Ça peut être voilà, sur votre projet, ça peut être sur quelque chose qui vous tient à cœur, même chez vous ou autre. Donc du coup, accordez-vous des petites périodes, donc d'au moins 20 minutes, et vous faites que ça. C'est-à-dire pas de dérangement, pas de coup de fil, on regarde pas sa boîte mail ou son téléphone. Voilà, vraiment, on se plonge que là-dedans. Et enfin, le dernier petit conseil, c'est accepter finalement de ne pas être bon au début. Persévérer, parce que là on l'a vu aujourd'hui, votre cerveau finalement, au début, donc les premières minutes, il est en train de se calibrer. Il est en train vraiment de se rechanger lui-même, de refaire toutes les connexions pour faire de vous un surhomme ou une surfemme. Donc du coup, pour devenir vraiment excellent, pour se concentrer à 100% et devenir le maximum efficace dans cette tâche. Donc voilà, soyez pas trop dur envers vous-même si au début vous n'êtes pas bon. Si voilà, dans les 10-15 premières minutes vous n'êtes pas bon, vous n'êtes pas au top, vous n'arrivez pas vraiment à rentrer dedans, bah c'est pas grave, persévérez parce que voilà, maintenant vous le savez, il vous faut au moins 20 minutes. Donc du coup, laissez le temps à votre cerveau d'aller vraiment à vous aider, vraiment à vous pousser parce que lui c'est ce qu'il cherche, il veut vraiment vous aider. Il veut vraiment voilà, que ce soit le moins dur possible, le plus facile et que vous soyez le plus efficace. Donc voilà, laissez-lui le temps de réaliser son œuvre, quoi. Alors du coup, c'était tout pour la première partie. Donc la semaine prochaine, je vous expliquerai pourquoi finalement l'inertie du travail elle est aussi importante à la fin de la tâche. Donc du coup, elle est tellement importante au point d'empiéter sur la suivante. Et donc du coup, finalement, je vous montrerai comment mettre cette inertie de fin de tâche à votre avantage. C'est-à-dire que plutôt de se dire, bah voilà, c'est comme ça, et puis bah c'est ballot quoi. Donc du coup, non, là je vous montrerai vraiment qu'on peut vraiment s'en servir, ça peut vraiment être un outil au service de la productivité et de la gestion du temps. Et pour finir, du coup, pour une espèce de conclusion de ces deux épisodes, je vous donnerai la méthode personnelle du grand écrivain Ernest Hemingway, qui lui avait trouvé une méthode super qui d'ailleurs porte son nom, peut-être que vous le connaissez, sinon pour les autres, allez, on se motive, on garde un petit peu de motivation pour pas se faire spoiler et garder un petit peu de teasing pour une semaine, on ne va pas peut-être revoir ce que c'est. Donc du coup, il a vraiment réussi à se servir vraiment de l'inertie du travail comme un véritable boost pour la motivation et surtout pour la créativité. Du coup, sur ce, moi je vous remercie d'avoir écouté. Comme vous avez pu voir, j'ai réussi à survivre à toutes ces semaines, à toutes ces journées où ma voix voulait absolument que j'arrête, mais non, je m'y suis tenu et voilà, je suis de retour. Et donc du coup, moi je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine. Ciao!